Bonjour, c'est François Bayrou. Je voulais dire que l'héliocentrisme, c'est bien. Parce que dans héliocentrisme, il y a centrisme. Et le centre, c'est bien. Dans le YouTube game, des personnes commettent des crimes particulièrement monstrueux. Certains prennent plus d'1 an sans rien glander et reviennent sur YouTube en espérant que ça remarche pour eux. En France, 2 youtubeurs ont succombé à cette douloureuse expérience. Voici leur histoire. Mesdames et messieurs, chers collègues et jurés, la parole est à l'accusation. Merci, chers collègues. Alors que nous sommes réunis ici en ce somptueux tribunal de Saint-Pleutre-les-Foix, nous voici ensemble devant un cas de force majeure, dans ce qui pourrait être, et je le dis sans exagération aucune, pour ce qui va être le procès de ce siècle. L'homme que vous allez voir ici est le mal. Je dirais mieux que ça, Lucifer incarné. Non mais attendez, vous y allez un peu fort quand même là. Tais-toi, suppôt de Satan. Tu seras châtié dans les flammes de l'enfer. Cher ami, en dehors de toute bref, venez-en aux faits. Cet homme que vous avez devant vous s'est rendu coupable d'un acte de procrastination évidente. Êtes-vous prêts à écouter la vérité, mes amis? Cet homme tient une chaîne YouTube. Oh putain la vache, quel boulet. Et alors qu'il se plaint de son nombre d'abonnés de façon permanente, il ne fait rien pour augmenter son nombre de vues. Qu'on se le dise, cet homme n'est pas prêt à tout. Non mais attendez, là je me plains pas, je suis quand même très content de tous mes abonnés. Tais-toi, démon, et laisse-moi finir. Cet homme est coupable de naïveté et d'autres bondieuseries alors qu'il croit qu'on peut faire des vues avec des bons sentiments. Bisous, alors que les vidéos avec des petits chats c'est tellement mignon. Laissez-moi rire. Non mais attendez, je crois en l'indépendance des créateurs sur YouTube et je suis surtout pas là pour faire de la course aux vues. Oh, monsieur les jurés, écoutez donc ça. Ça va te rabattre ton caquet. En 2 ans de chaîne YouTube, pas un unboxing, pas de putaclic, pas de clash, pas de Fortnite, pas de photos de lui tout nu envoyées à ses fans pour attirer l'attention. Quand on n'est pas prêt à tout, pour être sur YouTube, on n'a rien à y faire. Et pour une personne aussi naïve que cet énergumène, je requiers l'open maximal. Quand même, vous y allez un peu fort, chers collègues. Mais tais-toi! Mais c'est qui le papa ici? Je requiers donc la peine de 300 jours de visionnage de toutes les vidéos en boucle de David Lafarge Pokémon. Et si ce dernier n'est pas prêt à ce sacrifice, on passera du Age of Phoenix. S'il vous plaît, silence, je fais évacuer la salle. Bon, je suis encore mal barré moi. Salut tout le monde, c'est la rentrée et c'est toujours Flo dans le podcast. Toujours accompagné de mon fidèle Nestor qui a l'air plus en forme que jamais. Oh, et à qui le dis-tu l'ami? D'ailleurs ça tombe bien, je t'ai ramené quelques clichés de mes vacances. Là tu vois c'est moi en Égypte, devant les pyramides. Là c'est moi en Italie, devant la tour de Pise. Là c'est moi en pleine rando nature au sommet de l'Himalaya. Là c'est moi avec cette femme splendide, aux yeux si bleu marine. J'ai vécu une véritable idylle pendant notre semaine de vacances. Ça, c'est moi en pleine soirée entre amis fort sympathiques, où on en a pris plein les... Oui, c'est bon, on a compris, je te remercie Nestor. Les oreilles, voyons. Le DJ était vraiment excellent. Et qui dit vacances dit forcément été et farniente. Et justement, il serait peut-être temps d'évoquer la place de notre bon soleil dans notre galaxie avec l'histoire de l'héliocentrisme. Mot certes complexe, mais qui s'explique très simplement, n'est-ce pas Nestor ? Le mot héliocentrisme vient du grec hélios, qui veut dire soleil, et de centrum, qui veut dire milieu, pointe. L'héliocentrisme est donc la signification que notre bon vieux soleil est au centre de notre système solaire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais comme vous le savez, la langue française est pleine de mots plus attrayants les uns que les autres. Et c'est pour ça qu'à la demande générale de moi tout seul, nous allons étudier le mot fistinière.
Tout d'abord, le mot fist veut dire... Eh bien, comme l'a dit notre ami, le Soleil n'a pas toujours été au centre de notre système planétaire. Si l'héliocentrisme, théorie que l'on doit au chanoine polonais Nicolas Copernic, a été une vraie révolution, c'est pas pour rien. En effet, de l'Antiquité au XVIe siècle, le modèle qui est accepté par tout le monde est le modèle dit géocentrique. Ce dernier a trouvé racine dans le monde antique grec. Le premier grand nom qui va tenter d'expliquer sa vision de l'univers est notre bon vieil Aristote. Ce philosophe et disciple de Platon a eu une vision très imagée correspondant à la pensée de l'époque. Il faut savoir que durant l'Antiquité, le peuple a une vision très romanesque de l'univers. Le monde est éternel, les astres sont des dieux et l'homme est au centre de l'univers. Sa vision du monde va donc répondre à cette pensée. Et pour Aristote, l'univers est un espace fini dont la limite est un cercle immuable sur lequel viennent se coller les étoiles. La Terre est au centre de l'univers et le Soleil et les astres tournent autour. L'univers est également divisé en deux mondes bien distincts. Le monde sublunaire, sous la Lune, c'est-à-dire la Terre. Ce dernier est instable et constamment en agitation et en mouvement. Il est composé de 4 essences qui correspondent aux 4 éléments. Au-delà de la Lune, il y a le monde supralunaire, qui est celui des dieux. Il est composé d'une 5e essence, totalement pure, parfaite et incorruptible, que l'on appelle la quintessence. Le mouvement des astres étant le mouvement des dieux, ce dernier ne pouvait être que parfait. Et la forme parfaite définie par les disciples de Pythagore, eh bien c'est le cercle. C'est pourquoi les planètes entourant la Terre se déplacent de manière circulaire et uniforme autour de nous. Cependant, bien que le modèle soit accepté, on y constate quelques défaillances, ce à quoi va répondre Ptolémée et surtout notre bon vieux Nestor. C'est à toi. Il est vrai que les premières critiques vont apparaître assez rapidement. Bien que globalement accepté, il n'explique pas certains phénomènes comme celui de la rétrogradation. En effet, à certains moments, les planètes semblent briller plus fort à certaines périodes de l'année. On en déduit que les planètes subissent un mouvement rétrograde qui les éloigne et les rapproche de la Terre à différents intervalles. Vous savez, comme dans ces manèges à faire tourner la tête ou notre estomac fragile régurgite sur le voisin d'en face la version digérée des churros mangés il y a 10 minutes. Vous voyez le topo, quoi. Bien qu'évoqué par Aristote, c'est le savant grec Claude Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ qui va pousser l'analyse sur cette question. Basant son travail sur celui d'un certain Hipparque de Nicée dont tout le monde se branle parce qu'il a un nom à coucher dehors, Ptolémée va le reprendre à son compte et pousser plus loin son analyse sur la théorie dite des épicycles. En effet, afin d'expliquer ce mouvement rétrograde, Ptolémée va garder cette idée du mouvement circulaire mais en l'appliquant autrement. Pour lui, et en grand résumé, les planètes tournent autour d'un grand cercle ayant la Terre en son milieu et appelé déférent. Mais la chose nouvelle est que la planète tourne elle-même sur son propre cercle appelé épicycle, dont son centre est situé sur le déférent. Ben oui, c'est compliqué, hein, bande de bouseux, va. Ah bah oui, fallait écouter un peu en classe, hein. Au lieu d'écrire des mots doux anonymes à la belle Sabrina de rang devant toi, que tu regardais en bavant plutôt que d'écouter. D'ailleurs, elle pouvait pas te blairer, la gourgandine. Elle n'avait Dieu que pour le beau Steven, juste à côté d'elle en classe. D'ailleurs, elle l'a épousé, hein, le bougre, elle a 3 gamins maintenant, pendant que toi, tu dois ton célibat dans la bière et les chips devant un bon gros boulard pour combler ton existence misérable et pathétique, espèce de puceau à la petite semaine. On va se détendre 2 secondes, hein, Nestor, s'il te plaît. Hein. Tiens, prends un Lexo, ça ira mieux. C'est pas bon pour tes vieux os de t'énerver. Merci, ça va déjà beaucoup mieux. Ah, la boîte est vide. Comme l'a dit Nestor, Ptolémée va reprendre et expliquer par des études plus poussées cette théorie dite des épicycles, qui, bien qu'imparfaite, va être le modèle référent pendant plusieurs siècles. Il va falloir attendre le XVIe siècle pour voir apparaître la révolution dite copernicienne. En effet, à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance, un chanoine polonais du nom de Nicolas Copernic va débouler tel Chuck Norris dans un film d'auteur. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Tout ceci en exposant la thèse de l'héliocentrisme qu'on va essayer de vous résumer ici sans trop dire de conneries. Le Soleil est le centre immobile de l'univers, la Terre, dont l'axe est incliné, effectue une révolution solaire en 1 an et tourne sur elle-même en 24 heures. Il en va de même avec les autres planètes qui tournent autour du Soleil, et Copernic va également avancer l'idée que plus l'orbite de la planète est grande, plus elle met de temps à faire sa révolution solaire.
Mais vous allez me dire évidemment, mais qui est donc ce bon vieux Nicolas Copernic, hein, et d'où a-t-il pu tirer toutes ses conclusions? Et ben c'est là que je laisse la parole à mon bon ami Nestor, c'est à toi. Comme l'a dit Flo, cette idée de l'héliocentrisme n'est pas apparue toute seule dans la tête de Copernic. Il faut tout d'abord savoir qu'il n'est pas le premier à avancer la thèse de l'héliocentrisme. Le premier à déloger la Terre du centre de l'univers est l'astronome Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, on va dire que les retombées ne sont pas fameuses, et quand bien même on reconnaissait que le système géocentrique n'était pas parfait, on ne l'a jamais remis en cause jusque-là. Copernic, promis à une carrière épiscopale par son oncle évêque, va quant à lui se prendre de passion pour l'astronomie pendant ses études. Tout d'abord à l'université de Cracovie, mais surtout en Italie à Bologne, où il va se lancer dans l'observation du ciel et dans l'étude poussée de l'Almageste de Ptolémée. Il va en tirer un premier ouvrage où il expose ses thèses héliocentriques. Le Commentorialus sort en 1510. Mais rusé comme un renard, il est obligé d'avancer masqué pour ne pas se faire attraper par l'Église, peu friande de ce genre de thèse. Il ne signe donc pas cet ouvrage de son nom. Il le fait circuler un peu sous le manteau, auprès de quelques lecteurs et savants choisis. Il va commencer à se faire une petite réputation d'astronome et de mathématicien. Cependant, bien que révolutionnaire, le système de Copernic est assez complexe. Ceci étant dû notamment à une traduction de l'Almageste, sur lequel le Shannon base ses travaux, assez médiocre. Cela va notamment être gommé par l'arrivée aux côtés de Copernic du mathématicien allemand Rheticus. Ce dernier, admirateur des thèses de Copernic, va lui apporter le texte original en grec de l'Almageste, beaucoup plus clair et beaucoup plus précis, ce qui va amener notre ami à revoir ses thèses. À l'aube de sa mort paraît son ouvrage majeur, Des révolutions des orbes célestes, sorti encore une fois assez cocasse étant donné qu'il était édité par un luthérien qui voyait d'un bon œil de titiller un peu plus les vieux bigots de la vieille église. Par peur que cette dernière interdise le livre, un théologien luthérien du nom d'Osiander a surveillé de très près sa sortie et a même rédigé une préface non signée dans laquelle il dit que ce n'est qu'une simple hypothèse destinée à faciliter les calculs. J'imagine même pas si on devait faire ça aujourd'hui. Hello. Coucou, ça gaze. Aujourd'hui, une annonce toute particulière. Je vous montre en avant-première mon premier ouvrage sur Alain Soral, ce philosophe médiocre, dont je vais vous lire un extrait. Alors non, pas ça, c'est la préface. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Ah, voilà. Mais quand même, ça a beau être un mec sympa, ça reste un philosophe médiocre. Fin. Bon, et bien voilà, n'oubliez pas la campagne Kickstarter, il me reste encore 25 000 € de financement, on en est à 6, merci à tous, à bientôt. L'impact du livre va être vraiment limité. Le procès du scientifique italien Bruno, notamment, favorable aux thèses coperniciennes, va notamment en calmer plus d'un. En effet, ce dernier finira brûlé vif, c'est le moment des barbecues, ça tombe bien, en 1600, ce qui va refroidir les ardeurs de ceux qui oseraient encore remettre en cause les préceptes de la Sainte Église. L'ouvrage de Copernic se fera mettre également à l'index, c'est-à-dire dans les oubliettes, en 1616. Cette bonne vieille église qui va quand même en pâtir de cette révolution scientifique, Nestor? Il est vrai que l'église a de quoi être chamboulée par cette découverte. En effet, les recherches de Copernic remettent en cause plusieurs fondements de l'église. La Terre n'est plus le centre de l'univers et est décrite comme une planète comme les autres. Ce qui remet en cause les écrits bibliques et la pensée que l'homme sacré est au centre de l'univers. En sortant la Terre du centre de l'univers, on déloge la place de l'église omniprésente et tout simplement, en évoquant l'héliocentrisme, on ouvre la porte sur un nouveau monde comparé à l'ancien, sujet à la toute-puissance de l'Église. Un nouveau monde basé sur la science et porté par l'humanisme nouveau de la Renaissance.
Un monde de révolution intellectuelle. D'où le fait que l'église soit pas super joyeuse, hein. Vu qu'au nom de Dieu, on a fait un tas de trucs super cool, hein. Les croisades, les massacres, les religions, etc. Comme nous l'avons dit, cette pensée copernicienne va entraîner un vrai chamboulement dans le monde scientifique. Bien que l'impact soit limité, il va cependant influencer deux des plus grands savants de cette époque qui vont avoir un rôle majeur à jouer dans l'établissement de l'héliocentrisme, Kepler et Galilée. Ce dernier était un brillant professeur de mathématiques italien, né en 1564. Son procès va être un des plus retentissants de la période moderne. En effet, en 1609, ce dernier va inventer le télescope. Il va en profiter pour observer le ciel, ce qui va l'entraîner à faire des découvertes qui vont évidemment ravir les catholiques les plus fervents. Il découvrit tout d'abord que Jupiter avait au moins 4 satellites. De ce fait, la Terre ne pouvait plus être le seul centre en mouvement de l'univers. Il découvre également que la Lune est recouverte de montagnes et de crevasses, ce qui allait à l'encontre des croyances de l'époque qui affirmaient qu'à part la Terre, tous les autres astres étaient parfaits. Et surtout, il découvrit que Vénus se trouvait en orbite autour du Soleil et non de la Terre. Toutes ces jolies découvertes qui affirmaient par A plus B que la vieille croyance du géocentrisme n'était plus possible, car la Terre n'était pas le centre de tous les mouvements célestes de l'univers, il va par la suite publier un ouvrage s'appelant Le Message céleste, dans lequel il approuve les thèses coperniciennes. Cependant, il fallait bien se douter qu'on pouvait pas trop ouvrir sa gueule de la sorte sans que l'église te tombe dessus. En 1616, il est invité au Saint-Siège qui va lui ordonner de faire profil bas et de la boucler. Mais en 1623, va se produire un événement qui va redonner un peu espoir à notre ami, un Nestor. En effet, cette année-là, un proche de Galilée, le cardinal Maffeo Barberini, est ordonné pape. Et notre ami voit ici l'occasion de pouvoir trouver une voie au cœur de l'Église pour exposer ses théories. Bien que lui ordonnant de se faire discret, il autorise cependant le scientifique à faire paraître son ouvrage « Dialogue concernant les deux principaux systèmes du monde ». Cet ouvrage est un débat argumenté de 3 personnes autour de la question de l'héliocentrisme. Une personne neutre, une personne pro-copernicienne et un opposant à la théorie. Galilée promet au pape de ne pas promouvoir une thèse au-delà d'une autre. Et pour convaincre le pape, il fait même rentrer 2 de ses filles dans les ordres. Allez hop, c'est cadeau. Cependant, le pape va être très désappointé de ce qu'il va lire. En effet, malgré une préface expliquant son amour pour Dieu, Galilée tourne l'anticopernicien en ridicule et met plus en avant les thèses favorables à l'héliocentrisme. Cela lui vaudra ce fameux procès durant lequel il aurait dit « et pourtant elle tourne ». Il sera alors assigné à résidence dans la ville de Florence jusqu'à sa mort en 1642. Enfin, nous allons évoquer celui qui est pour nous le plus important dans l'établissement du système copernicien, Johannes Kepler, qui va démontrer de façon mathématique l'existence de l'héliocentrisme. Ce dernier, astrophysicien d'origine allemande, était le disciple de l'astronome Tycho Brahe, travaillant auprès de la cour royale du Danemark. Ce dernier avait notamment mis en avant la thèse géo-héliocentrique. La Terre demeure au centre du monde et les 5 autres planètes tournent autour du Soleil qui lui-même tourne autour de la Terre. Bref, un joyeux bordel. Bien qu'il n'était pas d'accord avec son maître, Kepler va baser ses travaux sur les siens pour exposer ses thèses héliocentriques. Fervent observateur des mouvements et des mécaniques célestes, le mathématicien va exposer ses théories dans ce qu'il est commun d'appeler les 3 lois de Kepler que va nous expliquer mon bon Nestor. C'est à toi. Les 3 lois de Kepler sont les 3 principes sur lesquels repose toute la mécanique de notre système solaire. La première loi va tout d'abord expliquer que les planètes se déplacent sur des orbites dites elliptiques et non parfaitement circulaires comme il était commun de l'accepter auparavant, ce qui va considérablement changer la représentation graphique de notre système solaire. La deuxième loi indique que plus une planète est proche du Soleil, plus sa vitesse de déplacement est rapide. Enfin, la troisième va nous faire replonger dans ce monde merveilleux des mathématiques. Pour simplifier, cette équation explique tout simplement le lien entre la durée d'une révolution solaire et la masse de la planète l'effectuant. Cette équation est en fait la loi qui relie toutes les planètes entre elles.
Kepler vient de définir la gravitation universelle. Pour conclure sur ce sujet, dirons-nous bien consistant, J'avoue, franchement on a bossé comme des tarés, j'ai un de ces mal de crâne. il convient rapidement de revenir sur ce principe de gravitation universelle qui régit toute la mécanique de l'univers. La gravitation est le principe qui explique les rapports de force et d'attraction entre les corps, ce qui explique pourquoi les objets sont retenus à la surface de la Terre malgré sa révolution solaire, et pourquoi la Lune suit la Terre en cette révolution. Les travaux de Newton, se basant sur les lois de Kepler, vont venir affirmer que le mouvement des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. Tout simplement, bien que commençant à être globalement acceptée, la théorie de l'héliocentrisme va être définitivement adoptée grâce aux travaux du célèbre savant britannique. Fais bien le malin, là je suis sûr que t'as bien galéré pour expliquer tout ça. Hein. Je dois avouer que cet épisode a été l'un des plus longs à rédiger, de par le fait que je suis un littéraire de base et que, même si l'astronomie me passionne, je suis un véritable néophyte sur le sujet. J'espère que cet épisode quand même vous aura plu et aura été le plus clair et concis possible. Bien évidemment, on espère que ce dernier va être partagé, liké, on compte sur vos retours également aussi sur le sujet. On vous fait une très grosse bise, prenez bien soin de vous, on est vraiment heureux de vous retrouver et surtout, n'oubliez pas... Le monde tourne, mais pas autour de vous. Ciao tout le monde.